Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et dont cette nouvelle initiative qui s'appelle, qu'on a appelée Rarement Science, qui a pour but, et vous êtes la première fois que cette réunion va avoir lieu, qui a pour but en fait de faire rencontrer les chercheurs et les patients pour que les patients puissent connaître un petit peu ce que les chercheurs font. Donc cette initiative, elle a été préparée en collaboration avec du coup l'APEFPI pour, entre autres, et d'autres associations pour vous transmettre un petit peu tout ça. Alors, c'est donc l'équipe du centre de référence du professeur Bogno et son équipe de recherche INSERM qui va mener cette réunion. Donc, il va y avoir progressivement différentes interventions et qui vont vous permettre d'expliquer assez simplement de quelle façon les choses se passent et puis prendre le temps de vos questions qui vont être… Alors du coup, Philippe, est-ce que les questions, tu préfères qu'elles soient tout à la fin ou plutôt au fur et à mesure? On peut tout à fait faire au fur et à mesure. Ça peut être par le chat. Voilà, alors du coup, pour vous expliquer comment les questions vont se passer, les questions, elles sont idéalement à poser par la petite bulle qui est marquée chatter. Donc, vous pouvez du coup poser vos questions au fur et à mesure que vous les avez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de l'intervention. Du coup, moi, je m'occuperai, parce que je ne suis pas du tout pneumologue ni chercheur en pneumologie. Et du coup, moi, je m'occuperai d'assister l'équipe qui fera les présentations pour colliger un petit peu les questions, les poser à chacun, donc les questions que vous aurez posées. Si jamais vraiment pour certains c'est compliqué de se servir du chat, il y a toujours la possibilité d'ouvrir le micro et à la fin de la session de questions, je laisserai la possibilité que vous puissiez poser vos questions par le micro si besoin. Mais comme vous êtes assez nombreux, c'est théoriquement plus simple si jamais vous les posez dans le chat et les chercheurs y répondront. Donc les micros, je le redis, du coup, c'est bien de les couper. S'ils ne sont pas coupés, on vous les coupera parce que sinon, ça fait souvent des bruits parasites pendant les observations. Philippe, si tu veux commencer à charger ta présentation pour pouvoir faire la deuxième présentation de l'équipe et mettre en place, voilà, on les voit maintenant, et juste éventuellement mettre en grand écran et ce sera parfait. Là, on a ton bureau. Juste avant, on voyait la présentation qui était juste à mettre en grand écran. Voilà, là, on la voit. Bon, après, c'est pas très grave si ça reste comme ça, si tu es bleu. Voilà, là c'est parfait. Et bien, du coup, je te laisse la parole, Philippe. Bon, bonsoir à tous. Et merci Laurence, merci infiniment à l'équipe de la plateforme d'avoir permis cette réunion. Hein. Merci vraiment pour votre professionnalisme et votre gentillesse aussi. Donc en pratique, ce soir, on va parler… Alors, je n'arrive pas à faire défiler ma diapositive. Si, c'est bon. On va parler de ce qu'on fait en recherche au niveau du centre de référence des maladies pulmonaires rares de Dijon, avec un programme varié. Alors, ma mission, moi, c'est de vous présenter un peu le centre. Je vous présenterai aussi la maladie sur laquelle on travaille. Et bien sûr, tout ça est fait en collaboration avec les associations de patients qui sont absolument indispensables pour nous. En premier lieu, l'APEFPI, qui est l'association au service des malades
atteints de fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, c'est les patients qui sont concernés par cette maladie. Le président est Monsieur Fournier, il est là aujourd'hui. Et bien évidemment, l'association bourguignonne des insuffisants respiratoires, l'ABIR, qui regroupe les insuffisants respiratoires de Bourgogne, dont le président est Monsieur Clément, qui est également présent aujourd'hui, et je vous en remercie tous. Alors, juste pour parler, si vous pouviez couper les micros pour éviter les échos, merci beaucoup. Pour parler des poumons, hein, les poumons, c'est l'organe essentiel de la respiration qui permet d'apporter l'oxygène à l'organisme et d'évacuer le gaz carbonique. Les poumons ont une structure complexe, hein, c'est un peu comme un arbre inversé. Vous voyez ici la trachée, les bronches qui vont descendre, devenir de plus en plus petites. Et vous suivez l'image du milieu, ces bronches qui deviennent de plus en plus petites pour arriver à ces sacs qui sont des sacs remplis d'alvéoles. On passe sur l'image de droite. Ces alvéoles sont bien sûr microscopiques, hein, et si on les étalait toutes, ça ferait la taille d'un terrain de tennis. Et en fait, elles sont surmontées chacune de petits capillaires. Et en fait, c'est à ce niveau-là où se passent les échanges gazeux, c'est-à-dire que l'oxygène va aller dans le sang, le gaz carbonique va en sortir et va être expiré. Si on fait une biopsie pulmonaire d'un poumon sain, d'un poumon non malade, et qu'on le met sur une lame d'histologie, ce qu'on fait parfois en médecine, vous voyez que ces alvéoles, on voit les parois alvéolaires qui sont très très fines, de l'épaisseur d'une cellule. Et là, vous avez une image d'un scanner normal, d'un poumon normal. Hein. Alors, les poumons apparaissent en noir parce qu'il y a beaucoup d'air, mais on voit aussi à l'intérieur les vaisseaux. Alors, la fibrose pulmonaire idiopathique, qui est la maladie qui nous concerne ce soir, c'est une maladie rare. Ça touche 20 personnes sur 100 000 habitants. C'est manifestement une maladie qui est en augmentation, qui se déclare généralement après 55-60 ans. On sait qu'il y a des expositions qui sont plus fréquemment retrouvées, le tabac, l'exposition aux poussières de bois, mais en fait la cause de cette maladie n'est pas connue et c'est pour ça qu'on emploie le terme de idiopathique. Et alors qu'est-ce qui se passe quand on a une fibrose pulmonaire? Alors je le dis de façon très raccourcie, très simple, hein. C'est une maladie qui ne touche que les poumons. On est malade que des poumons et c'est comme une cicatrisation anormale des poumons qui vont devenir plus rigides et on le voit ici sur le scanner thoracique, hein, avec ces épaississements qu'on appelle en rayons de miel et on le voit très bien sur la coupe histologique ici où on voit ces épaississements diffus au niveau des parois, des alvéoles. Grâce à la recherche, on connaît de mieux en mieux les facteurs impliqués et on en reparlera sur les autres présentations ce soir. On connaît par exemple les cytokines, c'est-à-dire toutes les molécules qui permettent la communication entre les cellules. Il y en a une qui est très importante, c'est le TGF-bêta, on en reparlera. On sait qu'il y a des tas de cellules qui sont impliquées dans la progression de la fibrose, comme les myofibroblastes, mais il y a d'autres cellules impliquées. Et on sait qu'il y a une accumulation de matrices extracellulaires, c'est en fait de choses un peu dures, de tissus un peu durs, sans cellules remplies de collagène. Tout ça, ça va limiter les échanges gazeux, hein, le passage oxygène-gaz carbonique. Les poumons sont plus rigides et ça va créer un essoufflement. Ça va créer une toux aussi quand on va tirer sur le poumon et respirer. Et à terme, ça peut diminuer et le passage d'oxygène est nécessité un supplément en oxygène. Alors, les patients sont suivis par des épreuves fonctionnelles respiratoires, des épreuves de souffle, un test de marche de 6 minutes, et un scanner thoracique. Je passe rapidement sur ça. Pour parler des traitements. Alors en fait, il y a des traitements qui sont très importants, qui ne sont pas des traitements spécifiques, mais c'est l'entretien d'une bonne alimentation, l'exercice physique adapté, la réhabilitation, si besoin, le supplément en oxygène. Il y a des médicaments spécifiques qu'on a à disposition depuis à peu près le milieu des années 2010-2015, qui permettent de ralentir l'aggravation de la fibrose. Hein, il y a la pyrphénidone ou le nintédanib, c'est-à-dire respectivement l'esbriette ou l'ofève, et à nouveau, ils ralentissent l'aggravation de la maladie, ils ne permettent pas de la stopper. C'est pour ça qu'il y a un besoin très important de découvrir d'autres traitements pour être encore plus efficace et stopper la progression de la maladie, et un jour, idéalement, pour la faire régresser, une fois qu'elle est dépistée, c'est bien sûr notre espoir à tous.
Alors, à Dijon, nous sommes centre de référence constitutif des maladies rares avec 6 autres centres. Il y a 4 centres parisiens, le centre de Lille et puis le centre de Lyon qui est le centre coordonnateur des centres de référence et de compétences que vous avez en bleu également. Alors, les missions de ces centres de référence, elles sont nombreuses. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais parmi celles-ci, il y a participer à l'amélioration des connaissances dans le domaine des maladies rares. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Et puis aussi tout ça en étant en communication avec les associations de patients. C'est ce qu'on fait également ce soir pour vous informer sur la recherche qui est mise en place localement. Alors, j'avais pour mission de vous présenter les équipes. Alors, tout le monde n'est pas ici, mais vous avez l'équipe du service de pneumologie et soins intensifs respiratoires. Il y a l'équipe des épreuves fonctionnelles respiratoires, l'équipe des infirmières avec leur cadre de santé, la diététicienne, l'enseignant en activité physique adaptée, le psychologue, les attachés de recherche clinique, c'est les gens, c'est les personnes avec qui vous, patients, vous, aidants des familles, vous allez être en contact lorsqu'il y aura une recherche qui sera mise en place pour vous proposer cette recherche éventuellement. Sans oublier bien sûr nos secrétaires d'accueil, les internes de pneumologie qui assistent aux consultations. Alors, juste resignaler que Dijon aussi est le lieu où le professeur Philippe Camus a mis en place un site qui s'appelle Pneumotox, qui est un site qui permet aux médecins d'aller surveiller tous les effets secondaires respiratoires des médicaments. Et puis bien sûr, l'équipe des docteurs de l'équipe médicale. Alors tous ne sont pas ici, il y en a d'autres. Et bien sûr, je remercie toutes ces équipes. Et puis, en parallèle, il y a, je dirige une équipe à l'INSERM, l'équipe 1, 2, 3, 1, cette équipe est dirigée par le docteur Carmen Garrido et moi, je m'occupe de l'équipe qui travaille sur la fibrose pulmonaire. Alors, cette équipe, vous voyez, elle est nombreuse, il y a des jeunes. Alors, les jeunes, c'est ceux... Allô ? On a perdu votre présentation. Vous avez perdu ma présentation. Alors, je réessaye. Est-ce que vous l'avez à nouveau? Oui, c'est bon. Ok, eh bien, je continue. Donc en pratique, dans cette équipe INSERM, il y a des jeunes qui sont en thèse de sciences, c'est des gens qui ont une formation scientifique, il y en a d'autres qui sont des internes en médecine et qui viennent pour un master 2, voire une thèse de sciences. Et puis il y a des un peu plus seniors, plus 10, en sachant que je me considère comme le très senior de l'équipe. Nous avons notamment Lucie Donden qui est ingénieure et qui travaille et je vous présenterai les autres dans une slide un peu plus tard. Je vais vous dire un mot sur le financement de la recherche. Alors, à nouveau, est-ce que vous pouvez tous couper les micros pour éviter l'écho qui est important? Merci beaucoup. Le financement de la recherche, c'est une vraie problématique, évidemment. Hein. La recherche, ça a un coût très important. La recherche en elle-même, hein, il y a des matériaux, vous verrez dans les présentations, il y a des choses assez complexes qui coûtent très cher, il y a des réactifs qui coûtent très cher. Et puis, il y a bien sûr le salaire des chercheurs qui est indispensable. Alors, il y a certains chercheurs qui sont statutaires, c'est-à-dire comme nous, par exemple, médecins ou universitaires, on est payé, on a un salaire par le CHU ou par l'université. Il y a parfois des chercheurs qui sont statutaires de l'INSERM, ce qui n'est pas le cas dans notre équipe. Mais en fait, il faut savoir que la majeure partie des financements n'est pas pérenne. C'est-à-dire qu'en permanence, on a une mission de trouver des financements par le biais d'appels d'offres différents pour arriver à faire avancer cette recherche. Alors, parmi ces financements, il y a des financements nationaux comme ceux de l'Agence nationale pour la recherche, l'ANR. Alors ça, c'est des projets qui sont extrêmement lourds, hein, de plusieurs dizaines de pages, qui sont soumis. Alors, on essaie d'en soumettre chaque année. Il y a un taux de sélectivité qui est très important. Il y a moins d'un projet sur 10 ou parfois sur 20 qui est retenu. Alors, depuis les années 2010, on a réussi régulièrement à être porteur d'ANR, ce qui nous permet bien sûr d'avancer. Vous avez le titre de ces ANR, vous voyez que ça tourne toujours autour de la fibrose. On a eu à plusieurs reprises des financements européens. Guillaume Beltramo vous parlera tout à l'heure des registres qui sont dans ce cadre. On a eu des financements d'universités. Pour financer la recherche, il y a des fondations qui aident, qui nous aident. Alors, il y a la Fondation du Souffle qui est extrêmement importante pour tout ce qui est sur la recherche respiratoire. Alors, à nouveau, j'ai été viré. C'est bon, vous me voyez à nouveau?
Oui, c'est bon. Ouais. Oui, je parlais de la Fondation du Souffle, qui est l'organe qui permet de la recherche, de financement de recherche respiratoire. Et pour information, actuellement, il y a un appel d'offres sur la fibrose pulmonaire, la recherche sur la fibrose pulmonaire qui est financée par l'APEFPI, hein, qui a donné des fonds et qui a permis de lancer cet appel d'offres avec des résultats qui seront en fin d'année ou en début d'année 2022. Il y a d'autres fondations, il y a des appels d'offres du CHU et parfois également les dons. Donc tout ça, c'est un travail énorme pour arriver à financer et à continuer à chercher. Et puis, bien sûr, ce qui est indispensable, et ça c'est extrêmement important, c'est l'implication des patients et de leurs aidants. À nouveau, patients, on doit vous remercier de votre temps, de votre énergie. C'est parfois pénible. Il faut remplir des questionnaires, il faut participer à des choses. Bien sûr, c'est jamais imposé, c'est proposé. Mais bien évidemment, on travaille sur une maladie qui touche l'humain, et donc on a besoin d'impliquer les patients et d'avancer tous ensemble. En tous les cas, vraiment merci, merci à vous tous, c'est très important. Et donc ce soir, parce que j'ai assez parlé, vous allez écouter mes collègues. D'abord Olivier Burgy. Ensuite, alors Françoise Goiran a un problème personnel et sa présentation sera présentée également par Olivier Burgy. Ils se présenteront chacun. Puis Pierre-Simon Belaï. Et enfin Guillaume Beltramo qui vous expliquera le côté plus translationnel avec la recherche, le lien entre la recherche à l'INSERM et ce qui se passe dans le service et ce à quoi les patients sont plus souvent confrontés. On est des gens sérieux, mais on sait parfois s'amuser aussi et travailler dans la bonne ambiance. En tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée et bien sûr, n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de cette soirée. Alors, je vais essayer de quitter l'écran. Pierre-Simon, du coup, si vous prenez la main Non, en je crois bas, que c'est Olivier qui va prendre la main. Ah, pardon, Olivier, excuse-moi. Oui. Du coup, c'est Sauf s'il y avait des questions, Laurence, mais je ne crois pas à ce stade. Non, il n'y a rien dans le chat à ce stade. Mais je pense que les questions arriveront plus dans les présentations de suite, puisqu'on était surtout sur un côté introductif. Ok, je vais essayer de... Tu choisis, tu vois. Hop, parfait. Normalement, je pense que vous voyez ma présentation. Oui, c'est bon. Super. Donc, moi, je m'appelle... déjà, bonsoir à tous. Merci d'être présent à cette réunion. Donc, je m'appelle Olivier Burgy. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne et au laboratoire INSERM U1231. Donc, je fais partie de l'équipe du professeur Philippe Bogniot. Et cette première présentation, on l'a intitulée tout petit mais très costaud, exosome et vésicule extracellulaire. Donc, je vais vous faire une brève introduction, si j'arrive à super passer la slide. Donc juste cette diapo, je vous ai remis ici finalement le modèle d'étude qui explique un peu comment la fibrose fonctionne et comment elle progresse. En fait, tout ça, on pense que c'est des lésions répétées des cellules qui forment les alvéoles, hein, c'est ce que Philippe Bogniot vous avait présenté avant. Et en fait, ces lésions répétées vont finalement avoir comme conséquence une communication qui va se faire de façon anormale de ces cellules. En fait, c'est ce que vous voyez quand vous punissez un petit enfant à plusieurs reprises, maintes et maintes fois. En fait, vous voyez très bien qu'il y a une communication anormale qui se fait. Hein, et c'est un peu ce qui se passe au niveau du poumon. Et cet épithélium est activé de façon étrange, va communiquer et activer d'autres cellules, par exemple les fibroblastes, donc les cellules qui produisent le collagène, et aussi les cellules de l'immunité. Et en fait, c'est tout ça qui va entraîner le processus de fibrose pulmonaire. Et dans mon labo, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de comprendre comment les cellules pulmonaires communiquent entre elles.
Et dans ce contexte, nous nous intéressons aux exosomes et aux vésicules extracellulaires qui forment en fait un mécanisme de communication. C'est des petites gouttelettes, c'est des petites gouttes lipidiques qui sont un moyen de faire passer des messages d'une cellule à une autre. C'est ce que vous voyez ici sur cette illustration à droite. Donc là, vous avez une cellule, là une deuxième cellule et ces petites gouttelettes lipidiques qui font la jointure d'une cellule à une autre. C'est un mécanisme qui a été initialement décrit dans le processus de cancer, mais finalement qui est de plus en plus étudié dans le domaine de la santé respiratoire. Donc tout petit, pourquoi tout petit? Là, c'était une diapo pour vous montrer un peu finalement de quoi on parle. C'est extrêmement petit. En fait, vous avez ici sur cette diapo plusieurs particules qui sont toutes mises à l'échelle d'un cheveu. D'accord? C'est ce que vous voyez ici. Et vous voyez finalement la taille relative d'un grain de sable ou d'un grain de sel. Et en fait, il faut aller dans le beaucoup plus petit. On passe la limite du visible, donc de ce qu'on peut voir à l'œil. Pour voir finalement des choses encore plus petites, on a besoin d'un microscope pour voir des éléments comme des bactéries. Et en fait, on va encore dans des choses encore plus petites pour voir finalement ces vésicules extracellulaires qui sont à l'échelle du nanomètre. En fait, tout petit mais très costaud. Pourquoi très costaud? Parce que ces exosomes ont des implications diverses et variées et en fait sont impliqués dans beaucoup de processus finalement activateurs des voies du cancer par exemple. C'est ce que vous voyez ici dans le cancer du poumon, ça a été étudié. Dans les processus d'inflammation, mais aussi tous les différents processus qui vont promouvoir la progression des maladies, d'accord. Et aussi au niveau finalement de biomarqueurs, on peut les rechercher ces exosomes dans les liquides de lavage broncho-alvéolaire, d'accord. C'est ce qui a été fait ou ce qui est en train de se faire dans la sarcoïdose ou par exemple dans l'asthme. Et la vision à long terme de ces biomarqueurs, ce serait de faire une prise de sang et à partir du sang, d'isoler des exosomes et de regarder finalement si on trouve des biomarqueurs de progression de la maladie, par exemple dans le cancer du poumon ou d'un BPCO. Cependant, finalement, quand on a commencé cet axe de recherche, il n'y avait pas grand-chose pour exosomes et fibrose pulmonaire. Donc on a commencé finalement cet axe de recherche en faisant une manipulation qui est finalement assez simple. On a eu accès à des lavages broncho-alvéolaires de patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique et on a essayé d'isoler ces vésicules. Et en fait, c'est ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est des images de microscopie électronique et on voit des exosomes. Donc là, on était déjà super content parce qu'on a réussi à isoler ces exosomes et l'étape d'après, c'est qu'on a cherché à les quantifier, à les compter. Et c'est ce que vous voyez sur les graphes plus à droite. Si on se focalise sur le graphe du milieu, ce qu'on voit ici, c'est que chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, on avait plus d'exosomes que chez les patients qui avaient des maladies pulmonaires chroniques qui n'étaient pas de la fibrose pulmonaire idiopathique ou d'autres patients qui n'avaient pas de maladie pulmonaire chronique. Donc ça, c'était notre premier résultat. On a cherché à le confirmer dans un modèle expérimental. Donc chez la souris, on peut induire de la fibrose pulmonaire par injection d'un agent anticancéreux qui s'appelle la bléomycine. Et c'est ce que vous voyez finalement schématisé ici. On injecte de la bléomycine à des souris. On attend classiquement ces 14 à 21 jours et après, on évalue la fonction pulmonaire et on a quantifier, donc dénombrer les exosomes au niveau des LBA de ces souris. C'est ce que vous voyez ici, il y a bien une augmentation des exosomes chez les souris avec fibrose pulmonaire. Et quand on a cherché si ça s'associait avec la fonction pulmonaire, on a réussi à comprendre que plus il y avait d'exosomes, moins bonne était la fonction pulmonaire des souris. Donc ça, c'est ce qui finalement a développé notre axe de recherche que je développe avec Guillaume Beltramo, donc qui réalise sa thèse de science avec moi dans le laboratoire. En 3 étapes, finalement, ça va être d'identifier des cibles
portés par ces vésicules extracellulaires. Ça va être d'étudier en deuxième partie comment ces exosomes favorisent la fibrose. Et en dernière étape, ça va être de développer des inhibiteurs de ces cibles qu'on aura identifiées précédemment. Ça, c'est encore quelque chose qui a été financé par les institutions européennes, donc l'ERS et l'Union européenne à travers les actions Marie Curie. Donc pour vous illustrer un peu ça, la première étape, on a été intéressé à finalement tout ce qui était identification des lipides associés aux exosomes. Donc on a commencé à le faire dans des modèles expérimentaux, donc des cellules en culture, hein, ou de notre modèle de fibrose chez la souris. Sur une approche plus translationnelle. Donc ça c'est quelque chose qui, on a reçu aussi de l'argent de la Fondation du Souffle, hein, comme Philippe Bogneau vous l'avez introduit, mais aussi via notre laboratoire d'excellence lipstick au niveau de l'Université de Bourgogne. Et cette identification des lipides, c'est ce que vous voyez ici, finalement, sur ce graphique. Chaque colonne est un échantillon d'exosomes, soit de contrôle, soit de souris avec fibrose, et chaque ligne, c'est un lipide. Et en fait, plus c'est rouge, plus c'est présent, plus c'est bleu, moins c'est présent. Ce que vous voyez ici, finalement, c'est ce qu'on appelle un cluster, donc un groupe de lipides qui sont surreprésentés dans les exosomes avec fibrose. Donc, on a essayé de confirmer ça, et puis là c'est juste une diapo sur de l'imagerie in vivo. Je ne m'étends pas là-dessus parce qu'il y aura une très bonne présentation donnée un peu plus tard dans la soirée par Pierre-Simon Bellet, hein, qui vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. C'est ce qu'on fait en collaboration avec lui. En fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'avec une sonde spécifique des lipides, on a réussi finalement à montrer que cette sonde, elle pouvait se retrouver au niveau des lésions de fibrose chez les souris. Deuxième partie, du coup, c'était plus ce qui était inhibition de ces cibles lipidiques, hein, et pour ça, on a utilisé un modèle de tissu pulmonaire en culture. Donc c'est ce que vous voyez ici, finalement, on prend un tissu pulmonaire, donc ça peut être un tissu pulmonaire et dérivé de patient ou de souris, d'accord, on injecte dedans de l'agarose. De l'agarose, c'est un peu comme de l'agar-agar pour ceux qui font des confitures. En fait, ça nous permet de gélifier le tissu, et le tissu, une fois gélifié, ça nous permet de le couper. De le couper en tranches très très fines, et c'est ce que vous voyez ici au bout de mes pinces. Et ce tissu coupé très finement, on va le mettre en culture, et on va regarder finalement les gènes qu'il exprime. Ça, c'est ce qu'a fait une étudiante en master au cours de cette année dans notre laboratoire. Donc c'est Déborah, c'est la personne que vous voyez ici. Donc elle a pris des exosomes de souris contrôle ou de souris avec fibrose pulmonaire, et ces exosomes, elle les a mis en présence de tissu pulmonaire. D'accord? Et en fait, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est l'expression des gènes qu'elle a regardés. C'est un peu complexe, mais en fait, si on se concentre sur ce gène-là, ACTA2, qui est un gène de la fibrose, ce qu'on voit, c'est que quand on met des exosomes de souris avec fibrose pulmonaire, on augmente l'expression de ce gène qui est impliqué dans la fibrose. En fait, il n'y avait pas que ACTA2, il y en avait différents, par exemple des gènes impliqués dans la synthèse de collagène. Donc voilà, finalement, où on en est. On a réussi à identifier des cibles, donc des lipides, qui sont portés par des exosomes, spécifiquement durant la fibrose. On a maintenant une meilleure compréhension de comment ces exosomes favorisent la fibrose. Et maintenant, on en est là, à développer des inhibiteurs de cibles finalement identifiées, donc des lipides identifiés. Donc ça, c'est clairement la prochaine étape. C'est quelque chose qu'on est en train de faire. On a des données vraiment très préliminaires que je ne vais pas vous présenter là maintenant parce que ça reste, comme j'ai dit, vraiment trop préliminaire. Mais voilà, c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on va faire dans les prochains mois. Donc en conclusion, ce qu'on a vu, c'est que les exosomes s'accumulent durant la fibrose pulmonaire idiopathique, que plus il y a de ces vésicules, plus l'atteinte pulmonaire semble sévère, d'accord, et que ces exosomes semblent être un répertoire, un réservoir de potentiels cibles thérapeutiques. D'accord. Et finalement, les perspectives, c'est clairement de tester des stratégies d'inhibition de ces lipides qu'on a identifiés et, à plus ou moins long terme, de développer des outils à visée de pronostic et même de thérapeutique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc cette deuxième présentation, c'est finalement un deuxième axe de recherche qui est
qui a été développé dans l'équipe du professeur Philippe Bognaud depuis maintenant un peu plus longtemps, hein, depuis quelques années, et qui est centré sur des protéines qu'on appelle des protéines de choc, d'accord. Et finalement, là, je vais vous faire une présentation sur comment bloquer ces protéines de choc pour traiter la fibrose pulmonaire. Donc, en premier lieu, les protéines de choc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des acteurs qui sont retrouvés dans toutes les cellules. Et ces protéines, finalement, vont protéger les cellules des effets de stress. En fait, il faut voir ça un peu comme un bouclier, hein, c'est ce que vous voyez ici, hein, c'est le bouclier qui va protéger mon petit viking en Playmobil. Les exemples de stress, bon, là c'est un peu plus éloigné de l'exemple du viking, mais c'est l'augmentation de la température, hein, c'est le stress thermique, mais ça peut aussi être, par exemple, une infection bactérienne ou une infection virale. Ces protéines de choc, il y en a beaucoup, hein, elles sont classées suivant leur poids. En fait, il y en a des poids moléculaires élevés, hein, HSP 90, et il y en a d'autres, un plus intermédiaire, HSP 45, et encore d'autres qu'on appelle des petites protéines de choc, HSP 27 par exemple. Donc ces protéines de choc, finalement, ce sont des acteurs qui sont utiles dans nos cellules parce que c'est des acteurs protecteurs, d'accord. Elles participent à la réparation et à la mise en forme, finalement, fonctionnelle des protéines dans nos cellules. En fait, il faut voir des cellules comme une usine, d'accord. Et dans ces usines, vous avez des machines. Ces machines, parfois, il faut les réparer. Et pour les réparer, on fait appel à des acteurs comme les protéines de choc dans les cellules, d'accord. Comment ça marche? Finalement, ça marche un peu comme ça. C'est des petites boîtes, hein. C'est des petites boîtes où on va avoir des protéines qui sont non fonctionnelles, qui vont rentrer dedans, d'accord. La boîte va se fermer et finalement la magie va opérer, hein, avec un peu d'énergie cellulaire, et une protéine finalement fonctionnelle va sortir de cette boîte de protéines de choc. D'accord. Bon, ça, bien sûr, c'est une vision hyper simplifiée. Ces protéines de choc, on a vu que finalement elles avaient une activité protectrice, donc elles peuvent être bénéfiques dans les cellules, mais quand elles sont présentes en trop grande quantité, elles peuvent être délétères. Et quand elles s'expriment de façon trop importante, elles peuvent favoriser des maladies, comme le cancer ou comme la fibrose. Dans le cas de la fibrose pulmonaire idiopathique, il a été démontré une forte augmentation de plusieurs protéines de choc thermique. Donc c'est ce que vous pouvez aussi voir comme HSP. Donc HSP, c'est pour l'acronyme anglais protéines de choc thermique, hein, ou heat shock protein. Et finalement, il y en a plusieurs de ces protéines de choc qui ont été montrées comme augmentées dans la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est ce que vous voyez ici, donc c'est sur une coupe histologique de tissu d'un patient atteint de fibrose pulmonaire idiopathique. C'est la coloration que vous avez là, hein, avec les petites flèches qui vous montrent l'expression d'une protéine de choc thermique HSP B1. Donc ces protéines de choc thermique, elles sont délétères, et dans la fibrose, elles activent les voies qui vont finalement entraîner la progression de la fibrose. D'accord. Et Philippe Bognaud, vous avez introduit un des acteurs principaux du processus de la fibrose, qui est le TGF-bêta. Donc le TGF-bêta, c'est quelque chose d'extracellulaire, donc c'est un facteur qui se balade dans le poumon et qui va induire des signalisations, des cascades, des voies de la fibrose. D'accord. Une des voies de la fibrose, c'est ce que vous voyez finalement décrit et schématisé ici, à droite de ma diapo. Le TGF-bêta va se lier à des récepteurs à la surface des cellules, d'accord. Bon, c'est un peu compliqué. Il y a la formation d'un complexe de récepteurs, d'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement tout ça va induire des signalisations, donc des signaux qui vont aller au niveau des noyaux des cellules, d'accord. C'est ce que vous voyez matérialisé ici, et c'est ce qui va finalement induire l'expression des gènes qui sont des gènes impliqués dans la fibrose. Par exemple, le gène du collagène. D'accord. Et ces protéines de choc thermique, par exemple alpha-B-cristanin ou HSPB5, là, son action, elle est ici, elle est à ce niveau-là. Elle va favoriser toute cette voie. Donc elle va favoriser l'expression du collagène.
Donc, je l'avais déjà un peu décrit. C'est notre modèle de fibrose pulmonaire induite par la bléomycine chez la souris, d'accord? Donc, on a utilisé ce modèle. On a attendu un peu plus que pour mon étude sur les exosomes, on a attendu 21 jours, et à 21 jours, dans ce modèle-là, on a réalisé une analyse histologique des poumons, une mesure du collagène et des quantités de protéines de choc et de TGF-bêta. D'accord? On a fait ça avec différentes souris. En fait, c'est ce que vous voyez ici. C'est des images d'histologie, donc de souris contrôle, donc de souris normales, hein, entre guillemets, des souris normales ayant reçu de la bléomycine. Donc vous voyez bien finalement cette fibrose qui s'est installée, d'accord. Et au laboratoire, on a eu accès à des souris qui étaient génétiquement modifiées pour ne pas exprimer notre protéine d'intérêt HSP-B5. Donc c'est des souris qui ne peuvent pas exprimer HSP-B5 et on a mis de la bléomycine dans ces souris. Et ce que vous voyez ici, c'est que finalement, les lésions de fibrose, elles sont moins importantes que chez les souris normales. D'accord? Donc ça a été l'argument et notre point de départ pour penser que finalement, pour limiter la fibrose, une des voies intéressantes, ce serait de bloquer cette protéine HSP-B5. Et c'est ce qu'on a fait finalement. Et dans ce genre d'approche, une des premières expériences qu'on fait dans les laboratoires, c'est de tester un grand nombre de molécules, d'accord, sur leur capacité à interagir et finalement à diminuer l'expression d'HSP-B5. C'est ce que vous voyez ici sur le graphique. Donc là, sur cet axe-là, ce que vous avez, c'est l'activité de la protéine de choc, d'accord. Plus c'est haut, plus c'est actif, plus c'est bas, moins c'est actif, d'accord. Et on a ajouté dans notre système différentes molécules, d'accord, qui étaient connues pour potentiellement agir sur HSP-B5. Mais il fallait finalement le regarder au niveau expérimental. Et là, on vous en a souligné 3 de ces molécules, et ces 3 molécules qui finalement réduisent l'activité d'HSP-B5. Ok? Tout ça, ça nous a permis de sélectionner, on en a sélectionné un inhibiteur qu'on appelait HSP-B5I. Cette HSP-B5I, on l'a utilisé, on l'a testé dans des modèles, dans le modèle in vivo, donc chez l'animal, exposé à la bléomycine. C'est ce que vous voyez ici, donc finalement, soit chez des souris normales, soit chez des souris donc avec fibrose pulmonaire, d'accord. On a injecté des doses croissantes de l'inhibiteur d'HSP-B5. Et qu'est-ce que vous voyez finalement dans les souris saines, ça fait pas grand-chose. Hein. Bon, pour le coup, c'est assez attendu. Mais par contre, chez les souris malades, plus on met de l'inhibiteur, moins il y a de lésions de fibrose. Ok? Donc ça, c'est assez cool. Et on était assez content avec ce résultat. On a réussi à le confirmer avec des mesures de collagène. Je vous montre pour le coup que l'histologie. Après, on a voulu confirmer ça avec d'autres modèles. Donc, on a utilisé des cellules en culture, d'accord. Et on a aussi utilisé d'autres modèles, donc des modèles de tissus pulmonaires cultivés. Donc ça, c'est ce que je vous avais présenté à la présentation d'avant, d'accord. Donc sur les cellules, qu'est-ce que ça donne? Finalement, on a utilisé des fibroblastes, donc toujours ces mêmes cellules qui sont responsables de la production de collagène, d'accord. On les a mis en culture avec du TGF-bêta pour les activer, d'accord, pour les rendre dans des conditions de fibrose, d'accord. Et on a utilisé aussi notre inhibiteur HSP-B5I. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Finalement, ici, c'est une expérience où on regarde l'expression de différentes protéines. Là, ce sont des protéines de la fibrose, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on a notre inhibiteur HSP-B5, on diminue l'expression de ces protéines de la fibrose dans ces fibroblastes. Donc ça, c'est encore un argument supplémentaire pour dire que cet inhibiteur HSP-B5I diminue les effets du TGF-bêta. Autre moyen de confirmer ça, on est allé dans un modèle expérimental un peu plus complexe, donc toujours sur des coupes de tissus en culture, hein, issues de souris avec fibrose pulmonaire. D'accord, on a isolé ces coupes de tissus pulmonaires et on a ajouté
notre inhibiteur HSPB5I, et au bout de 4 ou 5 jours, on a regardé finalement le collagène qu'il y avait dans ce tissu pulmonaire. Et qu'est-ce qu'on voit ici, sur ce graphe à droite? C'est que quand on a notre inhibiteur HSPB5I, on a moins de collagène. Donc finalement, tout ça, ça va dans le bon sens, ça va dans le même sens, et tout ça se confirme. D'accord? Là, ce qu'on est en train de faire, c'est ce que on est en train de réaliser, hein, en collaboration avec le professeur Mélanie Konigshoff, donc à l'université de Pittsburgh aux États-Unis. On est en train de tester cet inhibiteur dans le modèle de tissu pulmonaire en culture dérivé de patients. D'accord? Vous voyez la photo de Mélanie que j'ai prise quand j'étais aux États-Unis en train de travailler avec elle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est en train d'être fait, et on espère avoir les résultats très prochainement. Donc voilà. Donc avec cette présentation, j'espère que je vous ai convaincu que finalement il faut bloquer cette HSPB5I pour inhiber finalement potentiellement la fibrose pulmonaire. Et ce que nous on est en train de faire, c'est de breveter, finalement de faire un brevet de ce composé qui va sortir dans les mois prochains, donc en 2022. Donc voilà, du coup, je vous remercie encore une fois de votre attention. On peut passer au prochain intervenant si tu veux le présenter. Philippe, je ne sais pas comment tu veux faire. Oui, volontiers, je peux le présenter. Alors, donc, avant, vous avez entendu Olivier, vous l'avez compris, et qui a fait sa thèse de sciences dans l'équipe, qui est parti à Denver. Et maintenant, vous entendez Pierre Simon Belaï, qui travaille avec nous, qui travaille également au centre Georges-François Leclerc. Pierre Simon a aussi fait sa thèse de sciences dans l'équipe, et est parti, lui, en postdoc, pas aux USA, mais au Canada, à Hamilton, pour travailler sur la fibrose pulmonaire, et donc on travaille tous ensemble. Et donc Pierre Simon, vous allez voir, travaille beaucoup plus sur l'imagerie. Donc je te laisse la parole. Super, merci beaucoup Philippe pour l'introduction. Donc voilà, en effet, moi je vais vous parler plus du développement d'agents d'imagerie médicale au service du diagnostic et du suivi de la fibrose pulmonaire, qui sont quand même des enjeux majeurs dans cette maladie. Voilà. Donc je vais commencer très rapidement pour vous expliquer un petit peu le principe de l'imagerie nucléaire, puisqu'en fait nous, dans le laboratoire, on développe vraiment des agents d'imagerie nucléaire. Donc l'imagerie nucléaire, vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle communément le PET scan en général, qui est surtout utilisé dans le domaine de la cancérologie, mais peut-être que certains d'entre vous connaissent cette technique. Et en fait, donc le principe de base, donc c'est basé sur l'injection de ce qu'on appelle un traceur radioactif, qui est en fait une molécule donc radioactive, qui va donc être injectée de manière intraveineuse au patient. Ce traceur va aller se fixer spécifiquement sur une zone d'intérêt, donc on verra, je vous expliquerai un petit peu après comment on choisit ce type de traceur. Et en fait, comme ce traceur est relié à un élément radioactif, l'élément radioactif émet des rayonnements, qui sont ensuite détectés lorsque le patient donc, rentre dans la machine en fait du PET scan. Il y a des caméras en fait dans cette machine qui vont détecter les rayonnements radioactifs, et donc ces caméras vont ensuite, il va y avoir toute une analyse d'image informatique qui va être faite à partir de des rayonnements radioactifs qui vont être captés par les caméras, et puis ça va retranscrire en fait une image dans laquelle on va pouvoir avoir les différentes intensités de fixation de la radioactivité dans les différents organes pour un petit peu localiser où s'est fixé le traceur en question. Donc ça, c'est vraiment le principe général. Hop. Donc en fait, justement pour développer ce type de traceur et spécifiquement avoir des traceurs dans la fibrose pulmonaire, ce qui est d'abord intéressant de faire, c'est de déterminer une cible qu'on veut imager et qu'on veut visualiser. Et ensuite, à partir de cette cible, on va pouvoir produire ce qu'on appelle un vecteur, donc ce qui va être donc l'agent qu'on va injecter, qui va aller se fixer spécifiquement sur la cible qu'on aura identifiée. Et l'intérêt, la nécessité pour faire l'imagerie, c'est de pouvoir coupler ce vecteur avec ce qu'on appelle un radionucléide, qui va être en fait un élément radioactif qu'on va pouvoir du coup visualiser grâce aux caméras de la machine du PET scan. Donc
Pour la cible, pour la fibrose pulmonaire, comme Philippe l'a évoqué en introduction, une des caractéristiques principales du poumon en condition de fibrose, c'est en fait un manque d'oxygène, puisque, comme vous le voyez ici sur cette illustration, vous avez donc à gauche un poumon sain, enfin une coupe histologique pardon d'un poumon sain, dans lequel on voit en fait qu'il y a en fait pas énormément de tissu, il y a vraiment les alvéoles pulmonaires qui sont très très fines, ce qui permet des échanges gazeux, euh, comment dire, normaux, quoi, entre guillemets. Alors qu'en condition de fibrose, ici à droite, vous avez une histologie où on voit une accumulation en fait de tissus et de matrices extracellulaires, donc de collagène, qui va en fait augmenter le volume de tissu et qui va surtout détruire les alvéoles pulmonaires, ce qui va perturber en fait les échanges gazeux au niveau du poumon. Et donc il va s'installer en fait des zones dans le poumon où il y aura moins d'oxygène, les poumons vont être moins oxygénés. Donc c'est ce qu'on appelle des zones d'hypoxie. Donc c'est des zones vraiment où il y a moins d'oxygène. Et donc nous, on va essayer en fait dans notre recherche, on a essayé de trouver un traceur qui pouvait en fait spécifiquement nous permettre de visualiser ces zones pulmonaires où on a un manque d'oxygène. Donc une fois qu'on a identifié la cible, il faut ensuite trouver un traceur spécifique de la cible qu'on veut regarder. Et donc pour ça, on a choisi une petite molécule chimique qui s'appelle le misonidazole. Et en fait, une particularité très intéressante, c'est que quand on l'injecte au patient, cette molécule va pouvoir pénétrer les cellules et dans les zones où il y a de l'oxygène, cette molécule va ressortir automatiquement des cellules pour être éliminée. Par contre, dans les zones hypoxiques, donc les zones où il n'y a pas d'oxygène, la molécule va rentrer dans les cellules, mais va rester piégée en fait dans les cellules et va s'accumuler au niveau des zones où il n'y a pas de, au niveau des zones où il n'y a pas d'oxygène. Donc, une fois qu'on a identifié notre cible, qu'on a trouvé notre vecteur, qui est le misonidazole, maintenant, il y a une étape où il va falloir coupler ce traceur avec un élément radioactif. Et donc ça se fait de manière chimique dans un laboratoire spécifique. Alors, je ne sais pas si je peux lancer. Non, il y a une vidéo. Ah, je pense qu'il faut enlever. Excusez-moi, je ne sais pas où c'est. Est-ce que chacun peut couper les micros parce qu'il y a beaucoup d'écho? Merci. D'accord, c'est bon. Ouais, super. Donc, voilà. Donc, ça se fait donc dans un laboratoire spécifique où on peut manipuler de la radioactivité. Vous voyez ici quelqu'un qui donc fait ces manipulations. Donc, il travaille derrière un écran plombé pour éviter les radiations et on évite de toucher les tubes qui contiennent la radioactivité. Et donc là, l'idée, c'est de prendre le vecteur, de l'associer à de la radioactivité. Et en fait, ensuite, on a une étape de contrôle qualité où en fait, on va bien vérifier que l'élément radioactif s'est bien fixé sur la molécule en question. Et donc, on a notre traceur spécifique radioactif. Donc ici, dans ce cas-là, il s'appelle, avant c'était le misonidazole, et maintenant qu'il est couplé à un fluor radioactif. Donc l'élément radioactif ici, c'est du fluor. Il s'appelle donc le fluoromisonidazole, plus communément appelé F-miso. Donc, une fois qu'on a ce traceur radioactif à disposition, ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on peut l'injecter aux animaux pour ensuite réaliser donc des imageries. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on prend le traceur radioactif, on le place dans une seringue, de manière importante toujours pour se protéger des radiations. Les seringues sont toujours protégées avec ce qu'on appelle des protège-seringues qui sont en plomb. Voilà. Et on injecte en fait les traceurs donc chez les souris. Donc c'est aussi en intraveineuse et on injecte au niveau de la veine de la queue. Donc ici voilà, c'est la queue d'une souris. On a une petite aiguille ici et on injecte le traceur radioactif. Et donc ensuite je vais vous montrer un petit peu donc, sur cette vidéo les machines. Donc là, c'est les consoles de contrôle des machines. Et voici donc les machines. Donc c'est en fait des reproductions miniatures en fait des PET scans humains, hein, sauf que ici c'est pour placer des souris. Donc vous voyez ici la machine avec ici les numéros 1, 4. Vous voyez ici voilà 1, 2, 3, 4 qui sont en fait les caméras. Et vous voyez ici un lit qui va sortir de la machine dans lequel il y a une souris. Et ici donc c'est une deuxième machine qui fonctionne sur le même principe. Donc là ici il met une seringue radioactive pour l'illustration, mais normalement on met une souris radioactive. Voilà, donc la souris rentre dans la machine, les caméras vont détecter la radioactivité et donc il va en ressortir des images illustratives. Donc en fait là c'est juste une petite slide pour vous introduire un petit peu ce qu'on va visualiser ensuite en imagerie. Donc on couple toujours l'imagerie nucléaire avec un scanner, donc scanner que je pense vous connaissez puisque
c'est la technique d'imagerie de référence pour la fibrose pulmonaire. Vous avez ici en haut à droite un exemple de scanner d'un patient fibrose pulmonaire, atteint de fibrose pulmonaire idiopathique, pardon. Et donc ici, c'est des images scanners obtenues donc chez la souris. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est en fait une coupe transversale de la souris suivant en fait l'axe que j'ai représenté ici en pointillé. Et donc vous avez ici entouré en pointillé blanc donc les poumons qui apparaissent en noir comme sur un scanner humain. Et puis donc ici c'est le cœur qui est ici, voilà. Et donc ici donc c'est un scanner d'une souris qui n'a pas de fibrose pulmonaire idiopathique, donc d'une souris saine. Donc c'est le poumon est quand même majoritairement noir. Par contre ici à droite vous avez donc une souris qui est atteinte de fibrose pulmonaire idiopathique et on voit bien apparaître des lésions dans le tissu pulmonaire. Donc qui ressemblent pas tout à fait aux lésions qu'on voit chez l'homme, mais qui sont quand même caractéristiques et qu'on peut mesurer physiquement. Et donc ensuite, voilà, une fois qu'on a vu le scanner, et ben en fait la machine va acquérir à la fois un scanner et puis aussi les images radioactives. Et donc ce que vous voyez ici en bleu, violet, etc. Donc c'est vraiment le signal radioactif. Donc là vous avez en fait, donc c'est des souris. Ici c'est sur cette première ligne ici, donc c'est des souris contrôle, donc qui n'ont en fait pas de fibrose, quel que soit le temps en fait le temps de développement là du modèle. Ces souris n'ont pas de fibrose. Et vous voyez donc chez ces souris qui n'ont pas de fibrose, il y a peu de zones qui sont en hypoxie, peu de zones qui ne sont pas oxygénées. Donc en fait, il y a peu de fixation du traceur F-MISO. Donc en fait, il y a très peu de signal. Vous voyez, c'est vraiment un signal bleu-violet qui représente ici quasiment, voilà, ici c'est l'échelle de quantification qui représente quasiment une absence de zone non oxygénée. Par contre, sur une souris à laquelle on a injecté de la bléomycine, donc avec de la fibrose, donc on voit qu'au temps zéro, donc avant injection de bléomycine, donc il n'y a pas de fibrose. Et puis ensuite, la fibrose se développe au cours du temps, J9, J16 et J23, et on voit l'apparition en fait d'une fixation plus importante et donc d'une radioactivité plus importante au niveau du poumon, qui montre qu'en fait ici il y a beaucoup plus de zones qui sont non oxygénées, donc on a une augmentation de la fixation de notre traceur radioactif, qu'on peut quantifier par la suite. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on a des souris qui ont de la bléomycine, qui ont reçu de la bléomycine, pardon, qui ont de la fibrose ici à J9, quand on commence des traitements avec par exemple du nintédanib, donc les traitements commencent après J9, on voit bien que le nintédanib peut réduire les zones d'hypoxie et donc on a une réduction de la fixation du traceur qu'on peut suivre par imagerie et qu'on peut visualiser. Donc c'est très intéressant. Et donc ensuite, ce qu'on peut faire à partir de ces images, on peut faire des reconstructions 3D en fait des poumons. Donc vous voyez ici donc des souris avec donc la colonne vertébrale ici, la cage thoracique, et donc ce qui est représenté ici en marron et en bleu, c'est donc le poumon. Et donc en marron, vous avez des zones saines, et puis en bleu, les zones hypoxiques du poumon, avec ici donc une souris fibreuse avec une zone hypoxique qui est assez importante, et puis une souris fibreuse mais qui a été traitée au nintédanib avec une zone hypoxique un petit peu moins importante. Et donc, ce qui est assez intéressant avec ces imageries-là, c'est que l'imagerie de l'hypoxie peut en fait permettre de prédire la progression de la fibrose, mais aussi la réponse potentielle au nintédanib. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial dans la fibrose pulmonaire parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de moyen d'évaluer très spécifiquement, avant de commencer un traitement, si le patient a des chances de répondre positivement au traitement ou pas. Et donc ça, c'est vraiment des questions assez importantes, je pense, en clinique. Je pense que Guillaume en parlera plus en détail après. Et donc là, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'en fait, ici, vous avez représenté la quantification des zones d'hypoxie avant enfin à J9, quoi, au début du développement de la fibrose. Et ici, vous avez la sévérité de la fibrose. Donc, plus on se déplace vers la droite ici, plus la fibrose va être grave, entre guillemets, et, chez les souris. Et donc, on voit bien que sur ces souris ici qui ont une fibrose très grave, c'est également ces souris-là qui ont une hypoxie très importante au début de la maladie. Ce qui veut dire que plus on a une hypoxie au début de la maladie qui est importante, plus la progression de la fibrose va être importante. Et ce qu'on a ici sur des souris qui ont reçu un traitement au nintédanib, donc c'est pareil, ici il y a l'hypoxie avant le début du traitement, et ici c'est l'évolution de la fibrose, donc plus on se déplace vers la droite, plus les points se déplacent vers la droite, plus en fait la fibrose a évolué, donc ça veut dire que les souris n'ont pas très bien répondu, donc en fait les souris qui ont le mieux répondu sont placées ici. On voit bien que les souris qui ont une fibrose qui n'évolue pas après traitement, ou qui ont bien répondu au traitement, sont les souris qui avaient le plus d'hypoxie. Ce qui veut dire que, par exemple, si on traduit ça chez les patients assez basiquement, si on a une forte hypoxie, on peut considérer que potentiellement le patient répondra positivement au nintédanib, pardon.
Voilà. Et donc, ça, c'est un projet de recherche qui est important parce qu'il permet quand même de pouvoir faire un lien entre recherche sur l'animal et recherche clinique. Donc ça, Guillaume le détaillera beaucoup plus, mais je l'évoque juste ici. On va commencer un essai clinique en partenariat donc avec Guillaume Beltramo et Philippe Bognaud sur ce traceur-là, où en fait l'objectif principal va être de comparer l'intensité de fixation pulmonaire du traceur FMISO chez 10 patients fibrose pulmonaire avec de la fibrose pulmonaire idiopathique et 10 volontaires sains, et on s'attend à avoir une accumulation pulmonaire plus importante du traceur chez les patients malades comparé aux volontaires sains. Voilà, ça c'est vraiment une petite étude de preuve de concept en fait que ce qu'on voit chez la souris peut aussi être vérifié chez l'homme. Voilà. Donc pour conclure sur l'imagerie, donc une conclusion en 2 temps avec d'abord donc l'avantage de l'imagerie pour la recherche, donc ça nous permet d'évaluer de façon non invasive la fibrose pulmonaire et surtout d'avoir un suivi visuel en temps réel de l'atteinte pulmonaire. Et puis l'avantage potentiel pour la clinique, c'est de pouvoir développer des agents non invasifs, encore une fois, et spécifiques pour donc le diagnostic, même si c'est un petit peu plus compliqué, mais surtout pour l'évaluation de l'efficacité des thérapies antifibrose, notamment. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Et donc, je vais passer la parole à Guillaume Beltramo. Guillaume Beltramo est un des médecins de l'équipe et il travaille aussi, vous l'avez vu dans la présentation d'Olivier, dans l'équipe INSERM. Et donc, je lui passe la parole maintenant. Merci Philippe, bonjour à tous. Donc l'objet de cette présentation est de vous expliquer comment toute cette recherche qu'on a pu voir va potentiellement améliorer votre quotidien et selon quelle échéance. Alors, tout d'abord, vous avez probablement déjà entendu cette remarque qui est faussement prêtée au général de Gaulle qui dit « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Alors pourquoi tant d'énergie, tant d'argent, on l'a vu, sont dépensés pour aller démontrer des schémas d'expression cellulaire ou des mécanismes extrêmement fins, extrêmement précis et qui nous paraissent très abstraits et très loin du patient lui-même et de la façon dont on pourrait lui servir. Eh bien parce que tout simplement, on dit également en science que c'est pas en cherchant à améliorer la bougie qu'on a créé l'ampoule à incandescence et c'est pas en cherchant à améliorer l'ampoule à incandescence qu'on a créé l'ampoule à LED. Alors quels sont les processus et les chemins qui ont amené à ces améliorations technologiques qui aujourd'hui ont changé notre quotidien par rapport à l'époque où on s'éclairait à la bougie? Eh bien, si on prend l'exemple de la recherche fondamentale en physique, en prenant son domaine le plus abstrait, qui est la mécanique quantique, en 1917, Albert Einstein a démontré l'existence des émissions induites, c'est-à-dire qu'une matière exposée à une source lumineuse va être capable à son tour d'émettre de l'énergie lumineuse. À partir de ces travaux, plusieurs scientifiques ont cherché jusqu'à ce que Theodor Mennmann, en 1960, invente le laser, le premier laser. Et cette cette émission lumineuse qu'est le laser a permis dans les années 2000 l'invention du bistouri laser et de la chirurgie réfractive ophtalmo. Donc vous voyez tout le cheminement qu'il y a eu à partir de recherches extrêmement abstraites, mathématiques initialement, puis physiques, pour permettre le développement d'une technique qui va avoir un côté pratique en médecine. Et c'est ça la recherche fondamentale, c'est accroître en fait les connaissances, améliorer la compréhension dans des phénomènes biologiques, histologiques, anatomiques, etc., mais également techniques. Et comme on a eu la remarque précédemment, quelquefois il faut aller chercher dans des domaines qui sont complètement différents de ce que l'on a l'habitude d'étudier. Toute cette recherche et ces connaissances permettent un jour d'effectuer de la recherche clinique, c'est le dernier point, qui elle se fait chez le sujet humain et va permettre de découvrir ou vérifier des effets cliniques ou pharmacologiques d'un produit de la recherche fondamentale, par exemple le développement d'un médicament, vérifier sa sécurité, son efficacité, ou de développer ou évoluer des nouveaux équipements ou des nouvelles techniques qui se veulent préventives, diagnostiques ou thérapeutiques, comme par exemple le laser. Et puis entre les deux, il existe un pont, qui est la recherche ou la médecine translationnelle, qui a pour but de mettre au service de la clinique les éléments développés en recherche fondamentale.
Si on prend l'exemple, et là ça va répondre également à une question qui avait été posée, du développement d'un médicament, vous voyez qu'il faut en moyenne 15 ans entre la recherche fondamentale où plus de 10 000 molécules vont être, on dit, criblées, testées en laboratoire, pour finalement que 250 molécules arrivent en recherche préclinique, comme on fait actuellement, où on va tester l'efficacité et l'innocuité, avant d'entrer dans les phases d'études de recherche clinique, avec 3 phases. La phase 1 qui est l'essai de la tolérance de la molécule par l'organisme sur des volontaires sains, la phase 2 qui est l'évaluation de la tolérance et de l'efficacité de la molécule sur un petit groupe de patients, et la phase 3 qui est la démonstration de l'intérêt thérapeutique et de l'innocuité du produit sur un grand groupe de patients avant que cela soit soumis aux autorités médicamenteuses, réglementaires, je veux dire, et que le médicament ait une approbation pour rentrer sur le marché, avec un taux de réussite entre la phase 1 et l'acceptation d'un médicament dans sa commercialisation de moins de 10% pour les molécules qui entrent en phase 1. Donc vous voyez que c'est très coûteux en temps, en énergie, et que tout n'aboutit pas. Mais toute cette somme de connaissances va être utile pour le développement à terme de nouveaux traitements ou de nouvelles techniques diagnostiques ou pronostiques. Alors, vous avez vu plein d'exemples en recherche fondamentale de ce qu'on fait dans notre unité INSERM, en travaillant sur les protéines de choc thermique, les exosomes, les lipides, les traceurs de l'hypoxie. Et tout ça, ça peut être clairement amélioré par la recherche translationnelle qui va donner une pertinence à notre travail qui se fait sur des cellules, sur des souris, mais qui ne sont pas les êtres vivants complexes que nous sommes, nous humains. Et pour cela, on a besoin d'établir des biobanques, c'est-à-dire des collections de tissus pulmonaires, de plasma, de sang, éventuellement de lavage broncho-alvéolaire que l'on va prélever chez des patients volontaires au moment d'études cliniques et qui, avec leur accord, pourront être gardés au sein de structures qui sont des centres de ressources biologiques où on a, comme vous le voyez sur la photo en bas à droite, d'importantes cuves d'azote liquide qui vont congeler ces échantillons pour pouvoir les utiliser pendant des années avec l'accord du patient dans différents travaux de recherche à propos d'une thématique pour laquelle il avait accepté de donner du tissu humain. Alors, dans cette recherche translationnelle, il y a également les études de preuve de concept, comme FIPOXY, l'étude dont vous a parlé Pierre Simon, qu'on projette de débuter prochainement sur le FF-MISO, ce traceur d'hypoxie dont il vous a parlé, dont l'objectif principal est de comparer l'intensité de sa fixation pulmonaire chez 10 patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique par rapport à sa fixation dans le poumon chez 10 volontaires sains. Et ces résultats attendus sont, on s'attend à ce qu'il y ait, par rapport à ce qu'on a pu observer chez la souris, vérifier si ça s'applique bien chez l'humain, voir s'il y a une augmentation de l'accumulation de ce traceur chez les patients atteints de fibrose par rapport au sujet sain, ce qui en ferait un potentiel marqueur diagnostique de la maladie, et s'il existe une corrélation, c'est-à-dire si ce traceur est d'autant plus accumulé que la maladie est sévère, ce qui pourrait en faire un facteur, un marqueur pronostique ou un marqueur d'efficacité médicamenteuse, par exemple. Au sein de notre unité clinique, on a aussi des études cliniques qui sont donc l'aboutissement de cette recherche fondamentale, avec des études qui sont dites académiques, c'est-à-dire promues par des universités, des CHU, et des études dites pharmaceutiques, qui sont promues par les laboratoires pharmaceutiques qui vont tester les molécules qu'ils ont développées. Premier exemple d'étude clinique que l'on a dans notre service, c'est Progression IPF, qui est une étude multicentrique effectuée dans les centres de référence que vous a présenté le professeur Bogno sous la direction du professeur Cotin, une étude de phase 3 qui cherche à voir la gestion pratique de la progression de la fibrose. Quand un patient sous traitement va présenter quelquefois une progression de sa maladie, le clinicien, le médecin ne va pas avoir d'attitude claire à lui proposer puisqu'on n'a pas de données scientifiques qui permettent de savoir ce que l'on doit faire de son traitement. Est-ce qu'il faut, groupe en bleu, garder le même traitement en se disant que ce sera peut-être pire si on arrête, on change, modifier, demander de couper le micro s'il vous plaît, modifier le traitement pour changer la molécule, passer de la pétrinidine à l'antédanib ou l'inverse, au risque d'avoir des effets secondaires et moins d'efficacité de ce nouveau traitement, ou alors associer les deux traitements au risque d'avoir plus d'effets secondaires et pas d'amélioration dans la prise en charge. Cette étude va répartir les patients entre les 3 groupes d'études et les suivre pendant 28 semaines avec une évaluation de l'évolution de leur maladie pour voir si un des groupes est appris dans la prise en charge de ces progressions de la maladie. Autre exemple d'étude académique, exposomastie,
par rapport à une question qui a été posée sur la pollution, c'est étudier l'influence des facteurs socio-économiques et environnementaux, dont la pollution, sur l'histoire naturelle de la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est à nouveau une étude multicentrique du docteur C.C. Avicenne. Je vais encore une fois vous demander de couper les micros s'il vous plaît. L'objectif étant de déterminer si le niveau de vie est associé à la sévérité de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et pour ça, il y a des enquêtes professionnelles, des questionnaires socio-économiques, une étude sur la environnementale, des prélèvements biologiques une fois par an. Guillaume, je pense qu'on a un micro ouvert qui gêne l'audition. Je pense que c'est, d'après ce que je vois, ça doit être Yves Berthaud qui doit avoir son micro ouvert et ça fait du bruit chez toi. Oui, merci. Vous me réentendez là? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de second plan. Là, c'est bon, oui. D'accord, très bien. Je disais, ces patients seront donc issus d'une cohorte où on étudie les expositions environnementales auxquelles ils sont soumis, et ils feront partie d'une plus grande cohorte qui est la cohorte radico-PID, dont je vous parlerai par la suite. Autre exemple d'étude qui cette fois-ci n'est pas sur la fibrose pulmonaire idiopathique, mais sur les fibroses induites par le coronavirus. L'étude Nintécor sur les centres de référence, étude multicentrique également de phase 3, sous l'égide du professeur Christiani Abichat, dont l'objectif principal est de vérifier si le nintédanib ralentit la progression de la fibrose pulmonaire idiopathique chez les patients survivants de Covid-19 passés en réanimation. Les études pharmaceutiques que l'on a, quelques exemples. Donc là, ce sont des laboratoires pharmaceutiques qui nous font tester des molécules qu'ils ont développées pour vérifier leur efficacité, prouver leur efficacité. Premier exemple, c'est un antagoniste du récepteur 1 de l'acide lipophosphatidique. C'est un acide présent dans notre organisme, dont le récepteur est le suivant. Et ce récepteur, quand il est activé, il entraîne une cascade d'événements au sein des cellules qui conduit à l'expression par le noyau de certains gènes qui vont promouvoir éventuellement un phénotype de fibrose, donc une fibrose. Et l'inhibition de ce récepteur entraîne une inhibition de la production de matrices extracellulaires et du collagène. C'est un essai clinique de phase 2, donc il a déjà passé la phase 1. Et le but, c'est de recruter 240 patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique et 240 patients atteints de fibrose progressive qui ne sont pas des fibroses pulmonaires idiopathiques à travers le monde, et de tester ce médicament par rapport à un placebo durant 6 mois. L'essai est ouvert chez nous et certains d'entre vous y participent. Autre type d'étude pharmaceutique, l'étude de la pentratraxine 2 recombinante. La pentratraxine 2 est une molécule présente dans notre organisme où il a été démontré que sa concentration est d'autant plus diminuée que la maladie fibrosante dont est porteur le patient est augmentée, que ce soit de la fibrose hépatique, de la fibrose pulmonaire, de la fibrose rénale. Et donc l'idée, c'est que l'utilisation d'une protéine synthétique permettra, en augmentant les taux dans le sang, de lutter contre la fibrose et de la stopper. C'est un essai clinique de phase 3, donc cette fois-ci la phase 2 a déjà été passée, et le but c'est de recruter 658 patients dans le monde atteints de fibrose pulmonaire idiopathique et de tester ce traitement par rapport à un placebo sur une durée de 1 an. Autre exemple d'étude pharmaceutique, l'étude du pamrevlumab, qui est un anticorps qui va inhiber le connective tissue growth factor, qui est un facteur de croissance qui va favoriser dans le mécanisme de développement de la fibrose présenté au sein des différentes présentations. Donc, ces lésions de l'épithélium qui conduisent à une cicatrisation aberrante. C'est une molécule qui va entretenir ce mécanisme de fibrose, de cicatrisation aberrante, et la molécule sert à bloquer ce dernier pour reprendre une cicatrisation plus classique et stopper le processus de fibrose. Là encore, c'est une phase 3 et le but est de recruter 340 patients dans le monde atteints de fibrose pulmonaire idiopathique en comparant ce traitement qui est intraveineux par rapport à un placebo sur 48 semaines. Donc, toute cette connaissance dont on a besoin sur la maladie, cette compréhension sur son évolution, les phénotypes, les symptômes présentés par les patients, ça nécessite des registres et des cohortes. Et on participe et on vous propose des inclusions dans 2 cohortes. La cohorte radico-PID, qui est une cohorte nationale française sous l'égide de l'INSERM, de 2400 patients suivis sur 2 ans, avec une extension récente obtenue pour 50 suivis au total, dont le but est d'améliorer le diagnostic des pathologies interstitielles diffuses, donc plus large que la fibrose, mais comprenant la fibrose pulmonaire idiopathique, et leur prise en charge.
Et puis la cohorte Euro-IPF Register, qui est sous l'égide du professeur Günther en Allemagne et qui a pour but de caractériser l'évolution naturelle des différentes formes de pneumopathie interstitielle idiopathique dont fait partie la fibrose pulmonaire idiopathique, d'identifier les facteurs impliqués dans le déclenchement et l'accélération de la maladie, comme par exemple la pollution, et de développement de nouvelles approches thérapeutiques efficaces ou identifier les modifications génétiques sous-jacentes dans les formes familiales et génétiques. Alors, tout ça, c'est beau. On est concentré sur des éléments extrêmement précis de la maladie, des points extrêmement lointains, abstraits, mais est-ce que ça prend vraiment aussi en considération la personne humaine que vous êtes derrière? Eh bien, la recherche, ça comprend aussi une dimension humaine qui va nécessiter certaines fois l'implication des sciences humaines pour prendre en considération l'individu comme un tout et regarder aussi sa qualité de vie. Et c'est pour ça qu'on a des études qui ont été initiées par notre centre, avec notamment l'étude HELP-IPF qui a reçu un financement de 50 000 € par la Fondation du Souffle lors d'un appel d'offres thématique lancé avec le concours de l'association Pierre-Angèle Rand Fibrose pulmonaire idiopathique, et dont le but était d'évaluer la santé et la qualité de vie des aidants informels de patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, avec pour objectif d'identifier les facteurs sociodémographiques et liés à la maladie qui influencent la qualité de vie des aidants et son évolution à un an, et in fine, influence également la qualité de vie du patient. Et pour ça, on a recruté 150 couples de patients avec leur aidant qui ont été suivis pendant un an. Le dernier suivi va se terminer ce mois-là. C'était une étude multicentrique sur plusieurs centres en France, 18 centres en France. La phase de recrutement est terminée depuis un an. Le suivi se termine ce mois-là et on va rentrer dans la phase d'analyse maintenant des données pour, j'espère, d'ici mi-2022, pouvoir avoir une publication sur cette étude. Autre étude de sciences humaines que l'on effectue avec le Dr Stéphanie Van Wallegen, qui est maître de conférence en psychologie, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été psychologue clinicienne dans notre centre de référence, où on étudie les préjugés, les stéréotypes de la représentation individuelle et sociale de la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc c'est l'évaluation des préjugés et des stéréotypes qui sont associés à la maladie, à des symptômes tels la toux, l'essoufflement ou au port de l'oxygénothérapie par les personnes tout venant de notre société, et la mise en évidence des effets stigmatisants, qu'ils soient positifs, l'empathie, etc., ou négatifs, le rejet de la société vis-à-vis des patients, selon l'expression et la sévérité de la FPI. Et pour ça, on va soumettre 600 adultes volontaires de la population générale à la vision de films qui mettent en scène différents acteurs jouant des patients avec de la toux, de l'essoufflement, le port d'oxygène, et on va récolter ces préjugés et stéréotypes avec des entretiens semi-dirigés et des tâches d'association verbale, ainsi que des entretiens et des questionnaires auprès de 35 patients, 35 aidants et 15 de leurs proches. Donc ça, c'est une étude qui va démarrer prochainement, et ça, c'était le tournage de ces films réalisés en mai dernier. Donc vous voyez, c'est des échéances très longues pour la mise en place des études, le montage et la réalisation, puis l'interprétation des données. Donc en conclusion, les traitements actuels que vous avez ont été une lueur d'espoir dans la prise en charge de la maladie, sont cette bougie qui nous guide actuellement, qui nous donne de l'espoir. Les traitements qu'on a en phase d'essai clinique dans le service et dans d'autres services ailleurs sont l'espoir de demain, peut-être cette ampoule à incandescence de demain. Et puis nos traitements en phase préclinique que l'on étudie au laboratoire sont peut-être ces lampes à LED d'après-demain. Et la recherche fondamentale dans tout ça, c'est cette bioluminescence qui sera peut-être notre lanterne du futur pour espérer développer d'autres thérapeutiques et d'autres façons de prendre en charge la maladie à l'avenir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Du coup, Philippe, je te laisse la tâche de conclure cette conférence. Merci Laurence, merci vraiment à toute l'équipe de la plateforme. Hein. Vous êtes une très belle équipe. Merci Monsieur Fourier pour ces gentils mots. Je crois bien que c'est la première fois de ma vie qu'on puisse me comparer à un footballeur. On fait avec nos moyens, hein, quand même, très honnêtement, on fait avec nos moyens, on fait ce qu'on peut, mais j'espère au moins que ça vous a montré que toute l'équipe là et tout le monde est comme ça. Moi, je suis entouré de gens hyper sympas et hyper motivés, avec une vraie envie d'avancer. Ça, c'est extrêmement agréable. Quand même, c'est une maladie qui a bénéficié quand même de progrès. Hein. C'est-à-dire que
Dans les années 2000, on ne pensait pas forcément qu'il y aurait des traitements qui seraient à disposition. Alors même s'ils ne font que ralentir l'évolution de la maladie, il y a quand même une amélioration de la prise en charge, de plein de choses qui font que il y a un vrai progrès. Et comme l'a dit Guillaume, il y a aussi une part du hasard. Hein. On peut à un moment donné avancer par à-coup. Hein. Ça, on le voit dans toutes les maladies. Hein. Un jour, il y a des choses qui vont mieux. Là, il y a eu des progrès fabuleux, récents dans la mucoviscidose. C'est une maladie qu'on n'imaginait pas pouvoir améliorer il y a quelque temps. Et il y a des choses qui se passent vraiment. Donc, il faut garder espoir. Il faut continuer à être motivés tous ensemble. Et donc, je voulais dire merci aussi à l'ensemble des équipes du CHU, hein, tous les gens qui vous reçoivent, que ce soit nos infirmières, les assistants de recherche, tout le monde, hein, vraiment. Et merci à vous, les patients. Vous avez été présents ce soir. Pour nous, c'est important aussi de savoir finalement que derrière l'écran, vous êtes là et que finalement, ce qu'on fait, ça vous intéresse, ça nous touche. Et puis, votre adhésion à la recherche, votre participation à la recherche, c'est absolument essentiel. Voilà, Laurence, je ne sais pas si tu veux dire un mot pour terminer Non, c'est parfait. Je pense que vous avez eu beaucoup de commentaires vous avez tous eu beaucoup de commentaires sur l'intérêt de votre conférence, donc c'est super. Donc, on a dépassé un peu les horaires, mais c'était pour essayer de répondre au mieux aux questions. Et puis, du coup, une prochaine fois, on est très en contact avec vos associations pour différents projets. Il y en a peut-être que vous avez vu passer, hein, en particulier un film qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps sur l'activité physique adaptée, qui est maintenant introduit au sein des hôpitaux de jour réalisés en pneumo. Donc, je pense qu'il y aura encore d'autres initiatives très sympathiques comme ça. Voilà. Juste peut-être un mot pour dire que la recherche sur les maladies respiratoires, elle est variée, diverse, et tout ce qu'on fait aussi a un intérêt pour les autres maladies respiratoires. Et je dis ça aussi pour tous les patients de la BIR. Qui n'ont pas forcément des fibroses, mais d'autres maladies ou qui peuvent avoir des fibroses. Il y a toute une dynamique qui se fait à Dijon et en France sur l'ensemble de ces maladies. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et merci. Au revoir.